Bonjour à tous, aujourd'hui l'essai du Nikon ZFC, le petit dernier Nikon à moins de 1000 € avec l'objectif de kit. Est-ce qu'il en a suffisamment dans le ventre pour rivaliser avec tous ses concurrents? Eh bien c'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans le test. C'est parti. Alors Nikon a fait le pari de miser gros sur l'esthétique de ce petit boîtier. Il est superbe, avec un côté très argentique, à tel point que j'ai été surpris de voir des personnes qui m'entouraient lors de mes premiers reportages me demander si c'était un boîtier argentique. Et grosse surprise, pas seulement des vieux gribouts comme moi, mais même des jeunes. Lorsque j'ai fait un reportage la semaine dernière au skatepark, une jeune d'une quinzaine d'années me dire hey, monsieur, c'est un boîtier argentique ?» Eh bien non, c'est pas un boîtier argentique, ça ressemble à un boîtier argentique, mais c'est bien le dernier hybride de chez Nikon. N'ayez pas de crainte, c'est bien un hybride numérique avec toutes les caractéristiques modernes qui permettent d'utiliser ces appareils et ces caméras dans de très bonnes conditions. Mais la question se pose, est-ce que la qualité va suivre? Nous avons seulement 20,5 millions de pixels dans un format APS-C, c'est-à-dire réduit par rapport à du full frame 24-36. Peut-il concurrencer par exemple le Z6 ou le Z5, ces deux cousins germains de chez Nikon, qui sont eux un peu plus chers, mais aussi un peu plus lourds et un peu plus encombrants? Et bien ça va être la vraie question de ce test, on va regarder ça tous ensemble dans les images qui suivent. Alors au niveau de l'ergonomie, cet appareil a quand même quelques lacunes qui vont être comblées certainement par la suite parce qu'il y a une poignée, un grip optionnel qui va venir ici. Je vous mets la photo en lien, qui permettra d'avoir une bonne préhension. Parce que pour l'instant, c'est quand même très léger. Alors certes, avec un petit objectif comme celui-ci, comme le 16-50, qui vraiment n'est pas grand, hein, qui n'a pas beaucoup d'encombrement, c'est léger, on peut le tenir. On peut se servir aussi en visée, bien évidemment, de l'écran. Encore que là, en plein soleil, honnêtement, on n'y voit pas grand-chose. Ça marche plutôt quand il y a, on va dire, des nuages, qu'il y a moins de luminosité ou à l'intérieur, bien évidemment. C'est quand même, bien sûr, très pratique, hein. Là, je vous montre une visée au ras du sol et là, bien sûr, on a quelque chose qui est extrêmement sympathique à utiliser. Mais donc l'ergonomie, en tout cas la prise en main, plus que l'ergonomie, la prise en main, je la trouve vraiment assez désagréable par rapport au Z50 en particulier qui a lui un petit bossage ici, c'est beaucoup moins confortable. Bien évidemment, quand on utilise un objectif plus gros, puisque c'est un des gros avantages de la monture Z, hein, cette grande monture permet de monter à la fois tous les objectifs de la série DX, c'est-à-dire par exemple le 16-50, alors il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, hein. Il y a le 16-50, le 50-250, et puis c'est à peu près tout. Mais bien sûr, on peut monter tous les objectifs de la série Z en FX, comme ici le 24-200, voilà. Mais vous imaginez bien qu'un objectif comme ce 24-200, même s'il n'est pas monstrueux, on ne va pas pouvoir tenir l'ensemble par le boîtier. Je pense même qu'au niveau de la baïonnette et de la monture, ça pourrait être un petit peu difficile. Donc je vous incite très vivement à tenir le boîtier avec l'objectif de cette façon-là. Ça sera quand même beaucoup plus sûr pour le couple boîtier-objectif. Alors revenons sur cette ergonomie. On a donc ici le bouton de mise en route, on-off, qui sert aussi de déclencheur, à mi-course pour la mise au point et puis quand on veut prendre une photo. On a ici la version vidéo, le petit déclencheur vidéo, alors que je ne trouve pas pratique du tout. Il est trop petit, on a du mal à aller chercher, on a du mal à le déclencher. En plus, il faut appuyer vraiment assez fermement. Il aurait été beaucoup plus malin de faire le déclenchement sur le même bouton, à la fois la photo et la vidéo, puisque par contre, on a ici une petite molette qui nous permet de passer très rapidement du mode photo
au mode vidéo, et ça c'est diablement pratique. Autre chose que j'apprécie énormément, la correction d'exposition par tiers de diaph, directement accessible ici par cette molette complètement à droite, et ça aussi c'est très pratique. Alors à côté de cette molette qui permet d'avoir cette variation de l'exposition par tiers de diaph, vous avez un barillet qui permet de sélectionner les vitesses. Alors c'est joli, qui a un côté très sympathique, c'est qu'on visualise immédiatement la vitesse que l'on a sélectionnée, y compris quand on veut reprendre en main l'appareil, sans avoir besoin ni de regarder dans le viseur ni sur l'écran. Par contre, on ne peut pas, bien évidemment, sélectionner la vitesse autrement qu'avec le barillet. C'est-à-dire que la molette arrière ne sert pas à changer et à contrer ce que donne l'indication du barillet. Ça, c'est un petit peu dommage parce que du coup, quand on est en train de viser et qu'on ne veut pas enlever l'œil du viseur, eh bien, c'est un peu délicat de revenir ici. On a une manipulation, la main est un peu contorsionnée. Il faut appuyer sur le petit bouton central là et ensuite tourner le barillet. Bon, ça, au niveau ergonomie, je trouve ça pas forcément très pratique. Alors bien sûr, en priorité à l'ouverture, quand on la sélectionne ici, le mode A, on a la possibilité de faire varier l'ouverture avec la molette à l'avant ici. Et on voit, enfin en tout cas pour ceux qui ont les yeux suffisamment perçants, ce qui n'est absolument pas mon cas, tous les presbytes, bienvenue au club, on a un tout petit, mais alors minuscule écran ici qui vous signale l'ouverture sélectionnée. Heureusement, c'est très clair à la fois dans le viseur et sur l'écran arrière. On a tout à fait toutes les indications que l'on veut. On peut d'ailleurs sélectionner ici le choix, soit le viseur uniquement, soit le moniteur uniquement, soit le mode automatique, c'est-à-dire quand vous approchez votre œil du viseur, et bien automatiquement le viseur s'allume et l'écran s'éteint. Bref, c'est très bien conçu. Et on a un mode display qui permet de sélectionner l'affichage que l'on a et qui apparaît, les éléments qui apparaissent dans le viseur. À noter quand même, et ça c'est important, je n'ai pas réussi, lorsque j'ai pris une photo, que je vais la regarder ici, je vais mettre donc le play, et la photo apparaît. Je n'ai que quelques indications qui apparaissent en bas de l'écran, et je n'arrive pas à voir toutes les indications, en particulier l'ouverture, la vitesse, etc., que j'ai utilisées lors de la prise de vue. D'habitude, avec le trèfle sur le Z6 ou le Z7, on arrive à sélectionner le display de façon à faire apparaître toutes ces informations. Sur le ZFC, je n'ai pas réussi à le faire. Peut-être qu'il y a un menu secret que je n'ai pas trouvé. En tout cas, pour l'instant, ça me manque. Enfin, à l'extrême gauche, le dernier barillet, c'est la sensibilité qui va de 100 à 4000 et encore pas tout le temps puisque on a des modes qui sont limités comme par exemple le mode automatique en vidéo, enfin le mode automatique priorité ouverture ou priorité vitesse. On est limité à 1/2 millième de seconde et ça c'est quand même assez dommage parce que je me suis aperçu qu'avec un objectif relativement lumineux, je ne parle pas des objectifs à 1.2 ou 1.4 mais même 1.8, 1/2 millième bien évidemment c'est pas assez et un 4 millième bien souvent c'est aussi assez limite. Sur la face arrière, on a bien évidemment ce fameux écran orientable qui va vous permettre de faire à la fois du facecam, du vlog, et puis également de visualiser à ras de terre, comme vous voulez, dans toutes les situations. Alors, ça a aussi un petit inconvénient par rapport à un écran qui vient se mettre juste sur le dessus, c'est qu'on regarde souvent l'écran et quand on est en facecam, eh bien, on a l'œil qui est un petit peu décalé et il faut faire attention de bien regarder l'objectif et non pas l'écran, ou en tout cas juste l'écran en contrôle de temps en temps. Après, on a bien les choses classiques, vous avez la visualisation, l'effacement, vous avez le trèfle qui permet de naviguer dans les menus, la touche menu, une touche écrasement delete, et puis les touches absolument classiques, plus moins, rien de bien nouveau. Enfin, ici vous avez la possibilité de brancher un micro externe, une prise HDMI et une prise USB-C. Il manque quand même, c'est à signaler, la prise écouteur-casque qu'on peut éventuellement bricoler à partir de l'USB-C, mais en tout cas elle n'est pas là en direct. Dernier point à voir ensemble, ici sur la semelle, vous avez donc l'accès à la fois sur la batterie et la carte. Bon, il n'y a pas de trappe sur le côté pour la carte. Moi personnellement ça ne me gêne pas beaucoup. Par contre attention parce que
honnêtement, la trappe en elle-même, c'est quand même assez léger, donc manipuler avec précaution et bien le refermer à chaque fois pour éviter qu'elle s'ouvre de façon intempestive. Dernier point, on a ici une griffe porte-flash qui permet d'utiliser tous vos anciens flashs, et ça c'est quand même génial. Merci Nikon de garder cette compatibilité montante, et donc on peut utiliser jusqu'à des SB800 qui datent de 10 ou 12 ans et qui fonctionnent parfaitement bien avec ce ZFC. Alors la chose importante à signaler quand même, c'est que nous sommes sous NX Studio, le nouveau logiciel de Nikon, et non pas sous Lightroom comme d'habitude pour décortiquer les photos, car Lightroom n'a pas fait les mises à jour pour l'instant pour le ZFC. Ceci étant, je dois avouer que je ne m'étais pas penché pour l'instant sur ce logiciel qui regroupe en fait les deux anciens logiciels, ViewNX et Capture, et on a là quelque chose qui tient la route. Pour une fois, Nikon a quand même bien bossé, puisqu'on a à la fois un catalogueur, comme vous le voyez ici, avec donc une arborescence qui est assez pratique et qui ne crée pas des images, mais bien qui va chercher vos fichiers là où ils sont dans vos disques durs. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et puis également, on a beaucoup d'informations, enfin toutes les informations, puisque là, on est sous un logiciel natif Nikon. Et ça, c'est quand même bigrement intéressant de pouvoir exactement savoir quelles sont les conditions de prise de vue. Les réglages sont là aussi assez importants, bien évidemment plus importants lorsqu'on travaille en RAW qu'en JPEG, et on a aussi les fameux points de contrôle. On va voir tout ça un petit peu plus en détail par la suite. Alors s'il y a une chose qu'il faut vraiment prendre en considération avant d'analyser les images issues du ZFC, c'est l'optique que vous allez placer devant ce boîtier. Là, pour cette première image, j'utilise le 1650. Alors après plusieurs tests, après vraiment avoir décortiqué un peu tous ces fichiers, je peux vous dire que cette optique n'est pas chère, pas encombrante, légère, et d'une qualité sur le début du range, c'est-à-dire 16 mm jusqu'à 24 mm, assez correcte. Après, ça se gâte un peu. À partir de 40-50 mm en bout de range, là, c'est quand même vraiment moins bon. L'exemple type, voilà, là, je suis à 50 mm. J'ouvre l'image. Et si je l'agrandis, x 100, vous voyez tout de suite que c'est quand même pas très piqué, pas très défini. C'est on va dire, bon pour les réseaux sociaux, pour une image en petit format. Dès qu'on est un petit peu plus exigeant avec son image, pour moi, c'est quand même un peu limite. Alors ma première réflexion a été de me dire, bon, c'est un boîtier à moins de 1000 € avec un capteur APS-C, c'est normal, tu as l'habitude des capteurs full frame, voire plus importants. Bon, c'est la logique que ça soit moins défini. Et puis, bien sûr, j'ai essayé d'autres optiques. On va regarder là avec le 85Z à 1.8 qui ouvre sur cette image à 2.8. Donc là, vous voyez, déjà, même en format normal, c'est vraiment d'une excellente qualité. Et si on agrandit à 100%, waouh, là ça déchire comme on dit, c'est hyper piqué, hyper défini, très contrasté avec un micro-contraste vraiment très très bon. Autant vous dire que là il n'y a pas de problème de définition ou de capteur, c'est juste parfait. Là c'est le 70-200Z à 2.8 qui est ouvert effectivement à f2.8 et à 195 mm. J'ai même poussé le vice à prendre l'image d'origine en JPEG et non pas en F. Ouais, il n'y a pas de problème. Là aussi, c'est tout à fait bon. Donc, on a vraiment un capteur qui est à la hauteur de nos espérances. Et si vous y mettez de bons objectifs, il n'y a aucun problème. Ça sera vraiment très piqué, très défini. Il n'y a que très très peu d'objectifs DX-Z, il n'y en a que 2 comme je vous l'ai dit, donc j'ai pris un autre Z, un transstandard, le 24-200, qui certes est un peu plus cher, même deux fois et demi plus cher que le 16-50, mais qui est sur une gamme également de transstandard, donc c'est pas un zoom professionnel en tant que tel, et pour voir un petit peu s'il y avait là aussi des différences. Et déjà même sur cette comparaison des deux images, on voit tout à fait que, vous voyez sur la petite statue du rhinocéros, eh bien sur
sur l'image de droite qui est celle du 24-200, déjà même à cette échelle-là, c'est plus défini. Et alors si on crop à 100%, on va se le faire immédiatement, voilà. Eh bien là, c'est quand même assez important comme différence, hein. Vous voyez, en termes de définition, vous voyez la pierre à l'arrière, là, sur le 1650, eh bien, c'est quand même un petit peu brouillassou. Sur le 24-200, on est sur quelque chose de bien défini. Sur la statuette, de la même façon, on a vraiment des choses qui ressortent très bien. Et si je vais chercher sur le rhinocéros, là aussi, c'est vraiment extrêmement net. Là, il y a vraiment une différence importante. Il ne s'agit pas de petites nuances. Non, on peut s'apercevoir que, et d'une, le 1650 a quand même vraiment ses limites, surtout dans les focales à partir de 35, 40 et 50 mm. Et puis que même sur un zoom transstandard, qui n'est pas un zoom professionnel haut de gamme comme le 24-200, on a une vraie et notable amélioration. Donc le capteur non seulement a de grosses capacités, mais si on lui met de bons objectifs devant à manger, il n'y a pas de problème, il va vous sortir vraiment de très belles images. Et alors, et la vidéo, me direz-vous? Eh bien, j'ai vérifié avec différents objectifs et différentes qualités d'image, et même avec le petit Z1650, eh bien, je dois avouer que la qualité est au rendez-vous, il n'y a pas de problème. Alors bien sûr, si on lui greffe des objectifs plus ambitieux, la qualité monte encore un tout petit peu, mais c'est quand même moins notable qu'en photo. La vidéo est un petit poil moins exigeante à ce niveau-là. Par contre, on a aussi la possibilité de mettre des super grands angles, comme ce 14-30, qui est vraiment extrêmement intéressant au niveau de la vidéo. Et puis là aussi, la qualité optique du 14-30 permet d'avoir vraiment une définition, une précision dans l'image très intéressante. Les longues focales étant surtout là pour apporter du bokeh. Alors j'ai également testé la fonction ralenti, c'est une fonction que j'utilise quand même très régulièrement en sport. Et bon, malheureusement, on n'est pas en 4K, c'est réservé à des boîtiers un petit peu plus ambitieux et plus chers, bien sûr, mais la Full HD 120 images par seconde est vraiment de très bonne facture et on peut avoir des images tout à fait exploitables, y compris sur des écrans de taille assez raisonnable. D'ailleurs, vous avez en ce moment sous vos yeux des images de Full HD à 30 images par seconde, et là aussi, c'est vraiment très très bon. Donc, pas beaucoup de fautes pour l'instant en vidéo avec ce ZFC. Alors autre point tout aussi important que le piqué, lorsque l'on veut avoir le maximum de qualité pour ses photos, c'est la dynamique de lumière, cette capacité que le capteur a à enregistrer à la fois les plus basses lumières, le noir le plus absolu, mais aussi le blanc et voire même, comme ici, un petit peu le surexposé. Alors, on va essayer de développer cette photo qui représente vraiment justement une sorte de gageur, hein, un blanc d'écume de rivière exposé sur le soleil, donc vraiment très 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 lumineux. On voit même que ça dépasse un petit peu le blanc. Et puis un environnement très sombre. Dans ce rafting, on passe vraiment au milieu des arbres et c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué. Voyons voir si le ZFC a cette capacité à récupérer un petit peu tout ça. Alors on est sous NX Studio, puisque Lightroom ne fonctionne toujours pas pour le Nikon ZFC. Et donc, mais bon, pourquoi pas, après tout, ça a l'air de bien fonctionner. Et on va essayer de récupérer ensemble un petit peu, justement, cette photo. Alors pour ce faire, eh bien, on va déjà descendre un petit peu la valeur, la correction d'exposition, pour aller retrouver, on va agrandir pour que ça soit vraiment clair, pour aller retrouver le maximum d'informations dans ce bouillon tout à fait blanc au départ, voire même carrément un petit peu cramé. Donc là, on voit encore qu'il y a cette zone là qui n'est pas récupérée, mais le reste, c'est pas mal. Allez, on va un petit peu plus loin, un peu plus d'un diaph, un tiers à peu près de récupérer. Là, pour moi, on est pas mal. Il restera juste cette toute petite zone, mais c'est déjà pas si mal. Voyons voir ce que ça donne en grand. Alors, bien évidemment, la photo, elle est sous-exposée pour le reste. Bon, c'est pas très très compliqué, il y a plein de façons de faire. On peut augmenter les basses lumières, on peut aussi aller chercher un peu de daylighting, c'est-à-dire cette façon un petit peu de, on va dire, de compenser un petit peu l'exposition en ne cramant pas les hautes lumières et en augmentant un petit peu la luminosité sur les basses lumières. Vous voyez que ça fonctionne pas si mal que ça. Bon, là pour le coup, ça manque un peu de contraste, donc on va rajouter un petit peu de contraste. Oula, j'ai été un peu gourmand là. Hop là. J'ai encore pas forcément énormément l'habitude de NX Studio. Je trouve que les basses lumières peuvent aller encore un petit peu plus loin. Voilà, on va
là aussi essayer de se défendre encore un petit peu sur cette partie-là. Je crois que là, c'est définitivement cramé, mais c'est vraiment extrêmement réduit. Il y a cette partie-là et cette partie-là, mais on arrive quand même à quelque chose qui est presque acceptable. Alors j'ai envie de retrouver un petit peu de fond sombre, parce que c'était quand même aussi ce qui faisait l'attrait de cette photo, ce côté vraiment très très contrasté. Et là, bon, voilà, je trouve que, en tout cas, c'est ce que je souhaitais faire. Alors, si on revient à la valeur d'origine, voilà, donc on s'aperçoit quand même que, là, c'était vraiment totalement cramé, et qu'avec nos petits réglages, eh bien, on a vraiment cette écume, ces remous d'eau qui sont vraiment très, très lisibles. Ah, c'est vraiment surprenant, cette capacité dynamique, c'est vraiment très bon, puis on a quand même les visages qui sont bien préservés. Alors, j'en profite, puisque je vous en avais parlé tout à l'heure, pour vous parler un petit peu de ces points de contrôle qui sont ici, dans ce logiciel. Donc, je vais réagrandir un petit peu. Voilà. Imaginons que vous souhaitiez mettre en valeur ce sujet. Vous allez cliquer sur les points de contrôle, aller centrer sur l'endroit que vous voulez absolument rééclairer, diminuer la surface en fonction un petit peu du sujet que vous voulez augmenter en luminosité. Et là, vous allez chercher tout simplement à augmenter la luminosité de façon très locale. Alors vous pouvez faire sur la luminosité, vous pouvez faire sur le contraste. Moi, je rajoute toujours un petit peu de contraste quand j'augmente la luminosité. Voilà. Et ma foi, on a un sujet qui est quand même relativement bien éclairé. Vous voyez, c'est assez magique. Voilà. On a quand même ce sujet qui devient d'un coup plus lisible. Désormais, on a ça dans pratiquement tous les logiciels, c'est vrai, mais la première fois que je l'ai utilisé, c'est sur Capture, Nikon Capture, et il y a très 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 longtemps, j'avais trouvé ça complètement magique. Voilà, alors tout ça, simplement pour vous dire qu'au niveau dynamique de lumière, ce capteur, d'origine Sony certainement, mais retravaillé à la sauce Nikon, est vraiment très très bon et tout à fait au niveau des autres Nikon Z que je considère de toute façon déjà, le Z6 et le Z7, que ce soit le modèle 1 ou le modèle 2, je les considère comme les meilleurs sur le marché à l'heure actuelle au niveau de la dynamique de lumière. Non, ce ZFC, je le répète, il faut toujours considérer son prix, à moins de 1000 €, est toujours aussi étonnant au niveau de ses qualités de capteur. Alors bien sûr, sur le ZFC, on n'a pas l'enregistrement RAW en vidéo. On doit se contenter du JPEG ou du point .mov. Donc là, il n'y a qu'une seule solution, en tout cas j'ai trouvé que ça, c'est augmenter le daylighting élevé, voire même des fois très élevé, pour compenser cette luminosité trop forte. Alors autre point important, je sais que vous l'attendez avec impatience, la sensibilité. On est sur un capteur APS-C qui est censé donc avoir des photosites un petit peu plus petits et donc une montée en ISO qui sera certainement un petit peu moins bonne que sur un full frame. On va vérifier ça immédiatement. Notre image de référence, elle est donc prise à 100 ISO. Et si on agrandit l'image, on s'aperçoit que là, il n'y a bien évidemment aucun problème, c'est parfait. Petit point également à souligner, je règle mes boîtiers généralement sur une réduction de bruit faible. Vous voyez, on a la possibilité de désactiver, ce qui sur du 100 ISO ne procure aucun changement. On verra en montant en sensibilité ce qu'il en est et comment ce logiciel NX Studio est capable de gérer un petit peu ces hautes sensibilités. Voilà, donc notre image de référence à 100 ISO, on va maintenant pouvoir comparer avec d'autres images. Alors on va aller assez vite, enfin c'est un euphémisme vu la longueur du film, mais il y a des paliers comme d'habitude dans la montée en sensibilité. Donc là, image 100 ISO à gauche, 400 ISO à droite, pas de problème particulier, pas de différence notable. Le premier vrai palier intervient, et c'est un palier léger, à 800 ISO. Encore une fois, je suis sur une réduction de bruit faible. Je peux aussi la désactiver totalement. Voilà, je pense que pour jusqu'à 800, voire peut-être même 1600, la réduction de bruit, on peut la supprimer. Ça permet d'avoir un tout petit peu plus de bruit. Vous allez voir que dans certaines parties un peu sombres à l'arrière, on a un tout petit peu plus de bruit, mais on garde un peu plus de définition. Si on active la réduction de bruit, ça devient un petit peu plus lisse, mais on a un tout petit peu moins de précision. Alors, un vrai palier intervient à 1600 ISO. 1600 ISO, quand on voit l'image comme celle-ci, elle est propre, elle est belle, elle est un peu lisse,
bien sûr. Pourquoi? Parce que on a cette réduction de bruit. Donc là, on va la désactiver. Là, moi, je m'aperçois que je préfère une réduction de bruit désactivée, quitte à avoir un tout petit peu de bruit. Vous voyez, on le voit apparaître un petit peu ici. On va le voir apparaître aussi dans le fond de l'image. Voilà, donc vous voyez, ça manque un petit peu plus de précision dans le fond de l'image, on a un peu moins de détails, mais grosso modo, franchement, même avec la réduction de bruit désactivée, vous voyez quand même cette qualité d'image à 1600 ISO sur un boîtier APS-C, waouh! Allez, on franchit un nouveau cran, 3200 ISO, j'ai désactivé la réduction de bruit, hein, comme vous pouvez le voir dans les réglages, désactivé. 3200 ISO avec un APS-C, avouez quand même on est pas mal. On est pas mal, c'est quand même tout à fait remarquable. Sur des formats, on va dire jusqu'à A3, sans problème, y compris avec le réglage faible de réduction de bruit. Si vous voulez aller plus loin sur l'agrandissement, je vous conseille une nouvelle fois de désactiver et de retraiter localement, petit à petit, en allant chercher peut-être avec d'autres logiciels comme DxO par exemple, mais vous avez un potentiel de développement jusqu'à 3200 ISO qui est tout à fait remarquable. Alors, nous sommes à 6400 ISO, donc là, dans ce format d'image, eh bien écoutez, ça passe encore vraiment bien. Bien sûr, si on agrandit l'image, on va avoir une différence là qui va être un petit peu plus importante, hein, c'est normal. Si, je vous assure, on est bien sur 6400 ISO, avec donc la réduction de bruit désactivée. Voilà avec la réduction de bruit activée sur faible, 6400 ISO. On perd un tout petit peu en détail, bien sûr, c'est normal, c'est logique, mais bon, franchement, c'est quand même encore tout à fait acceptable. Ça veut dire que, moyennant un tout petit lissage, si on veut vraiment très 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 peu de bruit, ou un tout petit peu plus de bruit si on désactive la réduction de bruit, mais avec une conservation remarquable des détails, on est là, je vous le répète, à 6400 ISO. Donc là, pas de problème, jusqu'à 6400 ISO, on travaille en tranquillité et on peut développer ses photos, y compris en grand format, sans problème. Allez, on franchit un nouveau pas. On est maintenant à 12800 ISO. Donc 12800 ISO avec la réduction de bruit désactivée. Donc là, on a véritablement le bruit qui apparaît, le bruit numérique, mais on a toujours ces détails avec la réduction de bruit désactivée. Ça reste tout à fait acceptable. Moi, je peux encore utiliser ces images. Alors, voyons voir si on active la réduction de bruit sur faible. Voilà. Vous voyez que c'est pas désagréable. On a moins de bruit, c'est certain. Un petit peu moins de détails, c'est aussi le cas. Là, sur la figurine, je trouve que c'est un peu moins harmonieux. On a quelque chose qui est un petit peu plus flou, un petit peu plus noyé. Sur la petite licorne, c'est un petit peu plus agréable. Alors là, on est, je vous le répète, à 100%, hein, 100% sur du 12800 ISO. Si on remet ça sur un contexte d'image, je dirais, dans une taille à peu près normale, 12800 ISO, réduction de bruit sur faible, on a encore quelque chose de vraiment acceptable, plus qu'acceptable, utilisable. Je n'hésiterai pas à mettre ce type de photo dans un agrandissement jusqu'à A3, A3+, sans problème. Si je monte encore d'un cran, donc là, on va être à 25 000 ISO, 25 600 ISO très exactement. Donc là, on a bien sûr l'apparition d'un bruit plus marqué et puis surtout des petites dérives colorimétriques, des petits points magenta qui apparaissent. Donc là, dès qu'on va agrandir un tout petit peu l'image, moi là, ça commence un petit peu plus à me poser problème. Donc c'est vraiment cette valeur-là, 25 600 ISO, qui est la limite pour moi à ne pas franchir si on veut vraiment avoir le maximum de qualité. Activons la réduction de bruit sur faible. Voilà. Alors, ça lisse bien sûr l'image, hein, ça c'est indéniable. Par contre, ça fait disparaître une bonne partie des petites franges colorées, des points magenta.
Et je pense qu'à partir de 25600 ISO, c'est quand même mieux de conserver cette réduction de bruit sur faible. Si on remet l'image sur un format normal, on va dire même, mettons-la sur un format un petit peu plus étendu, voilà, on a une image qui est un peu lissée, on le voit, hein, mais qui peut être utilisable, en tout cas sur des réseaux sociaux, sur de la parution. Si je désactive totalement la réduction de bruit, une fois de plus, moi personnellement je préfère, mais on a un peu plus de bruit, mais on garde du détail. À condition de rester sur un format inférieur à A3, c'est encore utilisable. Au-delà, donc là on passe sur 51200 ISO. Là j'ai pas trouvé vraiment de solution. Alors je ne vais pas vous mettre une correction par DxO, puisque là on reste sur le logiciel NX Studio d'origine. Donc là, réduction de bruit désactivée, on va dire sur un tout petit format, sur éventuellement une image à envoyer sur le net, ça peut être utilisable. Bon, dès qu'on agrandit, on voit bien que là, on a à la fois une perte de définition, pas mal de points colorés qui arrivent, magenta, violet, enfin, etc. Bon, c'est pas forcément super. Et si j'active la correction de la réduction de bruit, bon, bien sûr, tous ces points s'en vont, donc ça c'est bien, mais on est un peu dans le yaourt quand même. Là, c'est quand même beaucoup moins précis. Il faut vraiment se contenter de petits formats, et une fois de plus, moi, je préfère désactiver cette réduction de bruit. Voilà, donc après au-delà, les valeurs supérieures sont pour moi inexploitables. Passons à la vidéo pour voir un petit peu si cette montée de ce capteur APS-C du ZFC est toujours aussi intéressante. Allez, on commence notre évaluation de la montée en ISO en vidéo par classiquement notre scène à 100 ISO. Bien sûr, là, pas de problème, c'est parfait. On va voir ce qu'il en est des sensibilités supérieures. À 200 ISO, pas de différence, c'est exactement identique à la première scène à 100 ISO. 400 ISO, même chose, il aurait été d'ailleurs étonnant qu'on trouve des différences avec des sensibilités aussi basses. 800 ISO, c'est un premier palier, comme en photo d'ailleurs, où on retrouve déjà un tout petit peu de bruit, un tout petit peu de fourmillement pour les plus attentifs d'entre vous, mais c'est vraiment très raisonnable. Il faut être vraiment presque avec la loupe sur l'écran pour vérifier cette petite montée en bruit. 1600 ISO, là c'est le premier vrai palier où on commence à voir un petit peu de bruit apparaître. Alors, je voudrais faire quand même un distinguo important entre monter comme ça un petit peu artificiellement la sensibilité du boîtier dans un environnement relativement lumineux et dans un environnement très sombre où là on est au maximum des possibilités, parce qu'on va voir que quand l'environnement est très sombre, le bruit augmente aussi de façon très notable, y compris sur des sensibilités basses dès 1600 ISO. Voilà ce que je voulais vous démontrer. Donc là, on est toujours à 1600 ISO, exactement dans les mêmes conditions, si ce n'est qu'on est dans un environnement assez sombre. Alors, c'est pas le noir complet, loin s'en faut. J'ai tiré les rideaux dans la pièce. On est donc dans une pénombre. À l'œil nu, je distingue parfaitement les figurines, mais on est sous-exposé volontairement sur cette scène pour s'apercevoir que le bruit augmente véritablement. C'est un petit peu du fourmillement qui apparaît, et on a aussi une petite perte de définition de l'image qui commence à apparaître. 3200 ISO, dans un environnement lumineux qui, on va le considérer comme presque normal, c'est-à-dire que là je vois à l'œil nu parfaitement toutes les figurines et le fond. On s'aperçoit qu'à 3200 ISO, c'est une limite qui, pour ma part, va pas être facile à franchir sans un post-traitement assez musclé, qui est pas forcément évident à faire d'ailleurs en vidéo. Donc c'est un peu une petite déception quand même. Je pensais que ce capteur en vidéo serait capable de monter un petit peu plus. Pour moi, la limite parfaitement utilisable sans arrière-pensée, c'est 1600. 3200, c'est un peu juste. On va le voir d'ailleurs avec un environnement plus sombre, ce que ça donne à cette même sensibilité. Voilà un environnement plus sombre. Là, on s'aperçoit quand même qu'il y a pas mal de fourmillements, que la définition baisse, et que là, pour moi, non, je peux pas exploiter directement ces images, et que le post-traitement risque d'être vraiment compliqué. Alors bien sûr, si on monte davantage en sensibilité, là on est à 6400 ISO,
Bon, que dire? Eh ben, que l'image ne me satisfait pas. C'est, un peu la déception de ce boîtier pour l'instant était proche du sans faute. La haute sensibilité en vidéo est quand même un peu difficile à travailler. Alors on a vu qu'en basse sensibilité, c'était excellent, il y avait vraiment de quoi bien s'amuser avec ce petit boîtier. Là, on est quand même assez loin des standards que j'ai eu l'habitude d'utiliser, en particulier avec le Z6, de Nikon, qui monte lui facilement à 12 000, voire même 25 600 ISO en vidéo. Là, avec le ZFC, ça sera 1600, 3002 vraiment sur la pointe des pieds, mais maxi. Allez, on essaye quand même le 6004 en basse lumière, très basse lumière, pour voir ce que ça donne. Voilà, en basse lumière, donc je vous le répète, c'est pas non plus extrême, ce sont des conditions qu'on peut rencontrer dans une église, par exemple, lors d'un mariage, et là, 6004, pour moi, non, je peux pas l'utiliser directement comme ça, une fois de plus, contrairement au Z6, où là, j'y vais franco, et je sais que je peux compter sur cette sensibilité sur le Z6. Là, sur le ZFC, non, je vais pas l'utiliser dans ces conditions. Alors juste pour le test, pour que ça soit complet, je vais finir sur les dernières sensibilités, donc 12800 ISO, là avec un éclairage d'appoint, pour avoir une exposition qui soit à peu près correcte, mais là il y a vraiment trop de bruit déjà, même sur le petit écran de contrôle du boîtier on le voit, et puis même on perd en définition, on perd en netteté d'image, même avec cet éclairage qui devrait être quand même suffisant, je trouve que là c'est pas utilisable. On va voir quand même en basse lumière ce que ça donne. Voilà donc en très basse lumière à 12 800 ISO, et là on a vraiment une image qui n'est pas exploitable et qui même en post-traitement sera assez difficile à utiliser, en tout cas moi dans ma pratique personnelle. Et je le répète, un petit peu surpris parce qu'on avait une montée en ISO très correcte avec ce ZFC. Elle n'est pas de la même qualité sur le mode vidéo. 25 600 ISO, c'est la sensibilité maxi que l'on peut sélectionner en vidéo. Là, c'est vraiment du sauvetage. On peut toujours utiliser ces images, hein. Ça peut servir dans un cadre familial parce que c'est l'anniversaire du petit dernier et qu'on a juste une bougie sur le gâteau. Mais pour moi, ça ne peut pas aller beaucoup au-delà. Allez, autre très gros morceau de ce test, l'autofocus. Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez que j'étais assez attentif à ces problèmes de mise au point que Nikon a eu sur le Z6 1 et 2, sur le Z7 également. Bon, là, ça s'est un peu amélioré, même pas mal amélioré, il faut le dire. Donc sur le Z6 II, j'arrive maintenant en mode photo à avoir un résultat à peu près correct, en deçà de certains concurrents, mais quand même assez correct. Alors qu'en est-il sur ce ZFC? Eh bien, en fait, les progrès sont notables, surtout en module photo. Vous allez voir que là, je suis avec donc le 70-200. Bon, je suis qu'à 70 mm, à pleine ouverture, à 2.8, mais le suivi est quand même tout à fait intéressant. Vous voyez, j'ai vraiment le personnage qui est complètement net jusqu'au bout de la rafale. À noter que je suis donc en mise au point en continu, en zone automatique. Donc ça aussi c'est important, vous allez voir que cette zone automatique qui était jusqu'à présent en fait assez hasardeuse, on va dire, dans la mise au point, eh bien, avec la zone automatique et détection de l'œil et de la face, on a quelque chose qui est régulièrement bon, voire même très bon en photo. Oui, je mesure mes mots. Après tous les critiques assez acerbes que j'ai pu faire sur Nikon, eh bien, ça progresse et c'est tant mieux. Toujours dans les mêmes conditions, 70 mm, avec un sujet qui est un petit peu remuant, le garçon, mais là aussi, c'est pas mal, même si par le passé, j'avais des pertes de sujet parce que justement, ce sujet n'était pas assez important dans le cadre complet de la photo, et bien là, en l'occurrence, ça suit, et ça suit pas si mal que ça. Alors, ne nous réjouissons pas trop vite. Là, on est sur une focale plus longue, 200 mm, toujours avec le 70-200 et toujours à pleine ouverture, toujours avec la mise au point AFC continu et la zone automatique avec détection de l'œil et de la figure. Alors là, j'ai raté mon cadrage, hein, merci pour moi, mais il y a un moment, on a quand même la figure qui apparaît, donc jusque-là tout va bien, c'est intéressant, pof.
Et pourquoi cette photo est floue, avec une perte du sujet, on est mis au point sur le fond. Allez, autre rafale, on s'aperçoit là, bon, je suis à 130 mm, toujours à pleine ouverture, toujours 70-200, qui est certainement pour moi de l'ensemble de mes objectifs le plus rapide. Vous voyez, pour l'instant, la mise au point suit bien. Donc là, on continue, on déroule la rafale, pouf, ah, tiens, heureusement, la plupart du temps, vous voyez, ça revient très vite. Donc là, c'est vraiment une image dans une rafale. Je suis à 11 images secondes. On verra un petit peu tout à l'heure les modes de rafale et les vitesses qu'on peut obtenir. Donc j'ai une image qui est pas bonne, mais c'est déjà une de trop. Bien sûr, voilà, ça a progressé beaucoup, énormément. En mode photo, on a quand même, vous voyez, là, je suis quand même vraiment très près du sujet. Et ça continue de suivre, à pleine ouverture, hein, f2.8, à 125 mm de focale, c'est déjà pas si mal. Alors ce nouvel exemple qui est typique justement des contraintes que l'on peut avoir dans un cadre plus professionnel, quand vous êtes au bord d'un circuit, quand vous êtes sur une activité sportive et que vous devez absolument ne pas rater la bonne action, eh ben, ça peut arriver quand même. Un petit peu trop régulièrement, paf, là, justement, là c'était la meilleure photo, et la meilleure photo, elle est floue. Pourtant, je suis toujours dans ce fameux AFC, donc la mise au point continue en zone automatique, avec sélection de la face, et là j'ai une photo, je dirais presque la meilleure. Et même, enfin, j'ai deux photos qui seraient les meilleures de l'action, qui sont floues. Ça revient beaucoup plus vite qu'avant, vous voyez, là on est complètement net, hein, je peux vous agrandir ça, il n'y a pas de problème, et dans ce cadre-là, c'est toujours un petit peu le problème qu'on peut se poser, est-ce que je dois utiliser ce boîtier en deuxième boîtier, en troisième boîtier, en boîtier principal, dans quel cadre je l'utilise, à vous de répondre à ces questions-là. Alors et en vidéo, me direz-vous? Eh bien en vidéo ça progresse aussi, là on est quand même à 200 mm, alors j'ai pas mis tout à fait la pleine ouverture, parce que là c'était quand même un peu compliqué, mais voilà, on a quand même un sujet qui est pratiquement suivi. Si je l'arrête, on est vraiment sur des très 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 petites variations, mais c'est pratiquement, vous voyez, là c'est un petit peu moins net, mais bon, ça rattrape quand même assez bien, assez vite, jusqu'à très près. Là on est vraiment limite dans la lecture, vous voyez, il y a de tout petit pompage, mais vraiment très très petit, on va dire dans une lecture normale, je vais vous la remettre, ça passe quand même sans trop de problèmes. Alors changement d'objectif, parce que bien sûr le 70-200 c'est quand même le must en objectif sportif chez Nikon. Là on passe sur un 24-200 qui est d'abord beaucoup moins cher, hein, presque 3 fois moins cher, et avec une ouverture bien sûr également plus petite, et on va voir un peu si ça suit également au niveau de l'AF. Bon, là, forcément, sur le côté, ça suit pas trop mal, mais même quand le sujet va revenir un peu face à moi, vous voyez que là, ça suit pas mal. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un objectif démentiel à 3000 balles pour avoir quand même un suivi d'AF qui a progressé en vidéo également. Ça, c'est intéressant. Alors si on reprend le 70-200 à 200 mm et à pleine ouverture, à 2.8, est-ce que là on a quand même une possibilité de suivre un sujet? Alors on va prendre un sujet plus calme, merci Daniel, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc on a bien sûr une image qui est superbe, vraiment là je répète, hein, en 4K 30 images secondes avec le 70-200 à 200, c'est magnifique. Et là, surprise, ça suit. Toujours donc mise au point permanente, AFF, hein, en vidéo, c'est plus AFC, c'est AFF, permanente, avec zone automatique, détection de la face et de l'œil. Ça c'est important, j'ai essayé tous les modes de réglage la plupart du temps, dans 90-95% du temps, et ça c'est aussi une nouveauté, c'est le mode automatique qui fonctionne le mieux. Allez, on va encore compliquer un petit peu les choses, décidément c'est de la torture, ces tests, toujours 70-200, 200 mm à pleine ouverture bien sûr, et on va jouer un petit peu à cache-cache avec le boîtier. Allez Daniel, à toi de jouer, c'est parti. Hop, demi-tour, on perd les yeux, donc, mais on les retrouve très très vite. Ça c'est vraiment la nouveauté, c'est quand on perd quelque chose, la plupart du temps maintenant, ça revient très vite. Regardez quand même, ça suit, hein, on est très 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 près, des obstacles, tout. Non, c'est vraiment beaucoup de progrès de la part de Nikon. Là j'ai choisi donc le 200-500 avec la bague FTZ bien sûr, avec le choix de la zone automatique, et là je suivais un parapente avec un fond un petit peu sombre de forêt, c'était assez sympa.
Eh bien là, l'algorithme n'a pas réussi à comprendre tout le temps, à chaque fois, que c'était le parapente que je voulais suivre. Et même si on cherche un petit peu la mise au point, on s'aperçoit que la mise au point se fait plus sur le fond que sur le parapente lui-même. Vous voyez, le parapente n'est pas hyper net. Bon, le fond est quand même loin et brumeux, mais j'aurais aimé quelque chose qui soit vraiment encore plus précis. Ça n'a pas été le cas dans ce cadre de prise de vue. C'était vraiment à chaque fois un petit peu hasardeux. Alors du coup, j'ai décidé de changer de zone. Je suis passé en zone large type S, en me disant je vais bien centrer sur le parapente. Là, en fait, ça marche, ça fonctionne, même si je pense que le parapente n'est pas tout à fait focus, hein. Il me semble que ça pourrait être encore un petit peu mieux. On va dire quand même que globalement, ça fonctionne pas mal. Les limites sont plus sur un sujet qui ne contraste pas assez. Là, ça arrive. Et donc, du coup, on a, vous voyez, en fait, c'est le fond qui est net, même s'il ne vous paraît pas hyper net, parce qu'il y a quand même à 500 mm un petit peu de brume atmosphérique. Mais là, le sujet n'est peut-être pas assez contrasté. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ce n'est pas le sujet qui est net, mais c'est vraiment le fond. La conclusion, c'est quand même que l'AF s'est quand même bien amélioré. Depuis le Z6 première génération, premier firmware, ça n'a plus rien à voir. Ça continue de progresser. J'espère qu'on va arriver à nos fins et on va finir par avoir un AF parfait. Allez, dernier petit point pour clore ce test un petit peu long, je le concède. La rafale, juste 2-3 petites indications. On peut atteindre les 11 images, voire même les dépasser très légèrement. Je suis arrivé jusqu'à même 12 images par seconde, à condition d'être en enregistrement JPEG seul, ou éventuellement faire du RAW, mais du RAW 12 bits. Dès que vous passez en RAW 14 bits, le processeur ne permet pas d'atteindre cette cadence d'image et va tomber à 5 à 6 images par seconde. Par contre, si vous revenez sur du RAW 12 bits qui ne présente que peu de différence, c'est vraiment à la marge sur des images très très compliquées en post-traitement très poussé, le 12 bits est déjà très bien, et donc en 12 bits, y compris en RAW plus JPEG basique, en RAW 12 bits plus JPEG basique, vous irez jusqu'à 10-11 images par seconde. Allez, un dernier point très vite pour finir, la réduction de vibration. Donc vous savez que le ZFC n'a pas de réduction de vibration sur le capteur, c'est dépendant des optiques que vous allez placer devant le boîtier. Le 1650 a une réduction de vibration, comme le 24-200. Les optiques Z fixes, la plupart n'en ont pas. Et alors, qu'est-ce que ça change? Eh bien, on va faire un petit essai, d'abord en désactivant la réduction de vibration, sur un chemin un petit peu escarpé. Je suis le sujet en marchant doucement, mais vous voyez quand même, le terrain est quand même un petit peu difficile. Sans réduction de vibration, franchement, c'est assez désagréable. Il y a des saccades, donc c'est pas vraiment utilisable en tant que tel. Deuxième essai, on met la réduction de vibration sur On. Bon, ça améliore déjà les choses, assez notablement. C'est pas tout à fait au niveau de ce que j'espérais, mais bon, on va dire que c'est visible si on n'est pas trop exigeant. Alors il y a deux modes, le mode normal de réduction de vibration et le mode sport. Honnêtement, moi je préfère le mode normal. Là, le mode sport n'apporte pas grand-chose, vous voyez, ça crée même des petits artefacts dans l'image. Non, c'est le mode normal qui me paraît le plus efficient. Et enfin, on peut rajouter au mode de réduction de vibration le mode de réduction électronique. Alors là, c'est encore pire. C'est vraiment l'image se trouble à chaque fois qu'on a une petite secousse. Donc non, définitivement, c'est le mode VR on normal qui est le plus efficace. Me voici de retour pour la conclusion en couleur, ce coup-ci, pour le test de ce Nikon ZFC. Alors à qui s'adresse ce petit boîtier? D'abord tous ceux qui ont envie de commencer la photo, qui ont peut-être eu envie avec leur smartphone de réaliser de belles images, eh bien ce boîtier vous permet d'aller plus loin, à la fois en photo et en vidéo.
Mais ça peut être aussi un très bon deuxième boîtier. Il match parfaitement avec le Z6 et le Z7. La colorimétrie est la même, la définition est très bonne et en plus on profite de ce crop 1,5 avec ce capteur APS-C. Ça c'est vraiment très intéressant pour la chasse photo par exemple. Alors oui, c'est un très bon boîtier avec un petit défaut, je trouve, c'est la montée en sensibilité en vidéo qui est un peu moins bonne qu'en photo, mais ça reste vraiment un boîtier que je vous recommande chaudement. Je vais d'ailleurs certainement, dans les semaines à venir, le comparer très exhaustivement avec le Z6. Ça pourrait être très intéressant à voir. Alors, une raison de plus pour vous abonner sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao!